Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du milieu du XXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons pour la France. Marcel Petiot est né le 17 janvier 1897 dans la ville française d'Auxerre, qui se trouve à environ 170 km au sud-est de Paris. Dès son plus jeune âge, il était évident qu'il était un enfant très intelligent, mais il montrait aussi des problèmes de comportement très étranges. À seulement 11 ans, il a apporté le pistolet de son père à l'école et a tiré en classe. Son comportement s'est aggravé après la mort de sa mère en 1912 et lorsque son père l'a envoyé vivre chez une tante. Il a continué à être perturbateur, tant à l'école qu'en dehors, et il a été arrêté après avoir vandalisé une boîte aux lettres. Il a ensuite été accusé de vol. Cependant, comme il était encore relativement jeune, la police n'a pas pu le poursuivre. Il a dû subir une évaluation psychiatrique obligatoire, dont les résultats ont montré qu'il souffrait d'un trouble mental. Ainsi, aucune charge n'a été retenue contre lui et il a été renvoyé à l'école. Malgré son arrestation précédente, il a continué à perturber les cours et a été suspendu à plusieurs reprises avant d'être finalement envoyé étudier dans une académie spécialisée à Paris. Il a terminé ses études en juillet 1915. À ce moment-là, la France était engagée dans la Première Guerre mondiale et en janvier 1916, Marcel avait été appelé à servir dans l'infanterie française. Il a participé à la deuxième bataille de l'Aisne, où il a été blessé et exposé au gaz. Par la suite, son comportement est devenu préoccupant pour ses officiers, et après évaluation, on a estimé qu'il avait subi une dépression nerveuse. Il a ensuite été envoyé dans une maison convalescence de l'armée, où son comportement est resté assez étrange. Il a été arrêté pour avoir volé des couvertures, de la morphine et d'autres fournitures de l'armée, ainsi que des portefeuilles, des photographies et des lettres. Il a été envoyé en prison à Orléans en attendant son procès. Le juge a rendu un verdict de non-culpabilité, car après avoir examiné les rapports médicaux, il a estimé que Marcel était fou et a ordonné qu'il soit envoyé dans un hôpital psychiatrique. Cependant, il n'y a passé que peu de temps, malgré un diagnostic de troubles psychiatriques. Il a été renvoyé au front en juin 1918. 3 semaines plus tard, il retourna à l'hôpital militaire après s'être tiré une balle dans le pied. Il a finalement été réformé de l'armée pour comportement anormal, même si certains médecins pensaient qu'il aurait dû être interné. Après la fin de la guerre, Marcel a quitté l'unité psychiatrique et a profité du programme d'éducation accélérée mis en place par le gouvernement pour les anciens combattants français. Il a étudié la médecine et était un étudiant remarquable, réussissant à terminer ses études théoriques en seulement 8 mois. Il est ensuite retourné à l'hôpital psychiatrique de la ville d'Évreux, dans le nord de la France, mais pas en tant que patient. Il y allait pour effectuer un stage de 2 ans. Il a obtenu son diplôme de médecine en décembre 1921 et a ouvert son propre cabinet médical. Dans la ville de Villeneuve-sur-Yvette, qui était proche d'Auxerre, il gagnait désormais de l'argent grâce au gouvernement et à des patients privés. Il travaillait dur et est devenu une figure populaire parmi les habitants locaux, dont beaucoup semblaient ignorer les rumeurs selon lesquelles Marcel était en réalité impliqué dans certaines pratiques médicales douteuses. À l'insu de ses patients, il les inscrivait au programme d'assistance médicale financé par l'État. Cela signifiait qu'il pouvait facturer à la fois le gouvernement et le patient pour ses services. Il avait une petite amie, une jeune femme nommée Louise Delaveau. Elle était la fille de l'un de ses patients. On les voyait souvent ensemble, mais en mai 1926, elle a disparu. Inquiète pour sa fille, Madame Delaveau a contacté la police. Cependant, ils ont été assez désinvoltes face à ces inquiétudes et pensaient que la jeune femme avait probablement fugué. Peut-être était-elle enceinte. Ou peut-être voulait-elle simplement monter à Paris. Une semaine plus tard, une grande malle a été retrouvée dans la rivière et contenait des restes non identifiables d'une femme. Les voisins de Marcel avaient dit à la police qu'au moment où Louise Delaveau avait disparu, ils l'avaient vue charger une malle dans sa voiture. La police doutait que la femme dans la malle soit Mademoiselle Delaveau et n'a pas poursuivi l'enquête. C'est également en 1926 que Marcel décida de tenter sa chance en politique et s'inscrivit comme candidat au poste de maire de la ville. Voulant garantir sa victoire, il engagea un complice pour perturber un débat politique avec ses adversaires. Son plan fonctionna et il remporta l'élection. Il était désormais maire de Villeneuve-sur-Yvette et un personnage bien connu dans la région. Il s'est marié en juin 1927 avec une jeune femme de 23 ans, nommée Georgette Labbé. Elle était la fille d'un riche propriétaire terrien et, en avril 1928,
Elle a donné naissance à un petit garçon. Marcel Petiot, qui des années plus tôt avait été interné dans un hôpital psychiatrique et considéré comme fou par certains professionnels de santé, était désormais un médecin respectable, maire de la ville, marié et père d'un enfant. Après des débuts difficiles, il avait réussi à se construire une vie très respectable. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. Cependant, les rumeurs concernant ses pratiques médicales continuaient. Il avait la réputation de fournir des stupéfiants, de pratiquer des interruptions illégales de grossesse, de voler et de s'engager dans des arrangements financiers douteux. Le 30 mars 1930, il y eut un incendie dans la maison d'un homme nommé Armand Dubuff. Il n'était pas chez lui à ce moment-là, et lorsque l'incendie fut éteint, sa femme Henriette fut retrouvée morte dans la propriété. Elle avait été frappée avec un objet contondant. La police soupçonnait qu'elle avait interrompu un cambriolage, car une grosse somme d'argent avait été signalée comme manquante. Certains pensaient qu'elle avait eu une relation avec le docteur Petiot. Il avait été vu près de chez elle à plusieurs reprises. Monsieur Fisco a déclaré à la police qu'il avait vu le docteur devant sa maison la nuit du crime. Cette information a été donnée à la police à titre confidentiel. Cependant, Monsieur Fisco est mystérieusement décédé après une visite de routine au cabinet du docteur Petiot en août 1931. Marcel a finalement été suspendu de son poste de maire. Cependant, il a évité toute gêne aux autorités locales en démissionnant. Mécontent de son traitement, plusieurs membres du conseil municipal ont aussi démissionné pour protester. 2 mois plus tard, en octobre 1931, il a été élu conseiller du département d'Avon, mais cela n'a pas duré longtemps, car l'année suivante, il a été accusé d'avoir volé l'électricité à la ville et a perdu ses sièges au conseil. Il a été jugé et reconnu coupable, et le juge l'a condamné à une amende et à 15 jours de prison. Il a fait appel de la condamnation et, en 1933, il s'est installé à Paris. À Paris, Marcel a ouvert un cabinet au 66 rue de Coumaincourt. Mais encore une fois, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet de ses activités illégales, notamment la prescription de médicaments additifs. Lorsqu'une de ses patientes est décédée, une autopsie a révélé qu'elle avait pris des quantités excessives de morphine. Cependant, le médecin légiste a conclu à une mort naturelle. Et au lieu que l'administration médicale se méfie davantage du docteur Marcel Petiot, on lui a plutôt accordé l'autorité de rédiger des certificats de décès. Au fil des ans, il s'est constitué une clientèle importante, mais son comportement étrange est resté. En avril 1936, il a été surpris en train de voler dans un magasin et a ensuite agressé le policier qui a tenté de l'arrêter. Il s'est échappé, mais s'est ensuite rendu aux autorités. Cependant, il n'a pas été poursuivi car après avoir montré ses papiers de démobilisation militaire à la police, celle-ci a décidé de classer l'affaire. Bien qu'on lui ait demandé de rester plus longtemps en hôpital psychiatrique, il a été libéré peu après, malgré les inquiétudes des médecins. Le 3 septembre 1939, la France a déclaré la guerre à l'Allemagne. Et à la mi-juin 1940, l'armée allemande avait pris le contrôle de Paris. Certains citoyens français ont été réquisitionnés pour le travail forcé en Allemagne. Marcel, cependant, pensait pouvoir profiter de la situation
et contre-paiement délivrait de faux certificats d'invalidité médicale aux personnes réquisitionnées. Pendant cette période, il disait aux gens qu'il faisait partie du mouvement de résistance, affirmant qu'il avait mis au point des armes capables de tuer des soldats allemands sans laisser de preuves médico-légales. Il affirmait avoir posé des bombes et rencontré des hauts commandants alliés. Se forger une réputation de membre de la résistance l'a aidé dans ce qui allait devenir son entreprise la plus lucrative. Il assurait pouvoir faire sortir de France en sécurité ceux recherchés par les Allemands ou le gouvernement de Vichy. Il disait qu'il pouvait le faire en organisant leur transport sécurisé vers l'Espagne, puis vers le Portugal, d'où il prendrait ensuite un bateau pour l'Argentine, et qu'il pouvait faire cela pour un coût de 25 000 francs par personne. Il était aidé par 3 hommes nommés Raoul Fourier, Edmond Pintat et René Nizondet. Il faisait circuler la rumeur à Paris qu'il existait une route d'évacuation hors du pays. Ils utilisaient le nom de code Docteur Eugène, et les gens venaient au cabinet du docteur Petiot pour lui remettre de l'argent. Cela incluait des membres de la communauté juive, des résistants et des criminels. Cependant, il restait toujours à Paris car avant de recevoir les instructions indiquant quand et où ils commenceraient leur voyage vers la liberté, ils disparaissaient. Le docteur Petiot leur disait qu'avant de partir, ils devaient être vaccinés contre certaines maladies. Il leur injectait alors du cyanure avant de prendre tous leurs objets de valeur et de se débarrasser de leur corps. Au début, il s'en débarrassait en les jetant dans la Seine, mais cela signifiait devoir sortir la nuit et risquer de se faire attraper. Alors, il a commencé à mettre les corps dans un four qu'il avait au sous-sol du 21 rue Le Lassure. Marcel avait acheté la maison en 1941. Elle se trouvait dans un quartier aisé, près de l'Arc de Triomphe. Lorsque des corps ont été retrouvés dans la rivière, la police a tenté de les identifier. Mais cela s'est avéré difficile, car ils avaient tous été démembrés. Les autorités allemandes et la Gestapo française semblaient moins préoccupées, car elles cherchaient à retrouver un groupe qui, apparemment, aidait des personnes recherchées à quitter Paris, à rejoindre l'Espagne puis le Portugal, avant de partir en bateau vers l'Argentine. Marcel a continué à développer son cabinet, ce qui s'est avéré être une bonne couverture pour ses activités illicites. En 1942, il a été accusé de prescrire de façon excessive des stupéfiants à ses patients. Lors d'un procès étrange, les 2 patients qui avaient accepté de témoigner au tribunal ont mystérieusement disparu. Marcel a été condamné à une amende de 2400 francs. À ce stade, le nom du docteur Marcel Petiot devenait de plus en plus tristement célèbre, et il finit par être connu de la Gestapo. Ils avaient entendu dire qu'il prétendait pouvoir aider des gens à fuir la France. Pensant donc qu'il faisait partie de la résistance française, ils l'ont arrêté, ainsi que ses 3 complices. Ils ont torturé les hommes pour obtenir des informations, mais ceux-ci n'avaient rien à révéler. Il n'existait aucune route d'évasion vers l'Argentine, à l'insu des autorités. Le docteur Marcel Petiot s'était contenté de prendre l'argent des personnes qui avaient besoin de fuir le pays, puis leur injecter du cyanure et se débarrasser de leur corps. Les 4 hommes furent envoyés en prison, mais en janvier 1944, ils avaient tous été libérés. Le 11 mars 1944, les habitants de la rue Le Lassure ont remarqué de la fumée provenant de l'une des maisons. C'était le numéro 21. Et ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Une dame a frappé à la porte, mais personne n'était à la maison. Craignant que le feu ne se propage, les voisins ont contacté les pompiers. La police a également été appelée et on leur a indiqué que le propriétaire de la maison était un monsieur nommé docteur Marcel Petiot, mais qui vivait en réalité à une courte distance de là, au 66 rue Coumincourt. On leur a dit qu'au cours des derniers mois, des visiteurs inconnus étaient venus à la maison, le plus souvent tard dans la nuit. Les agents ont contacté le docteur Petiot, qui s'est précipité au 21 rue Le Lassure. Lorsqu'il est arrivé, les pompiers étaient déjà entrés dans le bâtiment, la fumée s'aggravait et l'odeur était assez étrange. Ils ont vite compris que l'incendie venait du sous-sol. Ils se sont approchés de la chaudière et ont été choqués de découvrir parmi le charbon des os et des restes humains démembrés. Ce qui s'est passé ensuite était assez bizarre. Après que le docteur Petiot ait confirmé que les policiers étaient bien français et qu'ils ne travaillaient pas pour les Allemands, il leur a dit qu'ils devaient absolument entrer dans le bâtiment pour récupérer des documents importants. Il a dit qu'il était l'un des chefs d'un groupe de résistance français et que les corps à l'intérieur étaient tous des ennemis de la France. Les policiers ont cru à son histoire. Cela semblait plausible. Après tout, ce monsieur était médecin et même s'il ne le connaissait pas, il pensait qu'il devait être un membre important de la communauté. Le commissaire Georges-Victor Massu est arrivé et a immédiatement ordonné que la maison soit fouillée. La police a alors découvert d'autres restes humains, cette fois dans une fosse à chaux vive dans le jardin et dans des sacs en toile.
Ils pensaient qu'il y avait au moins 10 victimes, mais ils se sont rendus compte qu'il y en avait presque certainement beaucoup d'autres qui n'avaient pas été retrouvés. Le commissaire a demandé à parler au propriétaire du terrain, mais cela n'était pas possible, car le docteur Marcel Petiot avait disparu. Des agents étaient envoyés à son appartement, mais lorsqu'ils sont arrivés, il n'était pas là. Il était évident qu'il était parti précipitamment. Cependant, ils ont trouvé du chloroforme et d'autres poisons. Lorsque les autorités ont enquêté sur le docteur, elles ont découvert qu'il avait déjà été arrêté, car il était soupçonné d'avoir tenté d'organiser le passage de citoyens qui avaient besoin de quitter le pays. Un témoin leur a raconté que lorsqu'il avait envisagé de fuir en Argentine, le docteur Marcel Petiot lui avait dit qu'il pouvait organiser cela pour la somme de 25 000 francs. Madame Georgette Petiot, l'épouse de Marcel, a été arrêtée, tout comme les 3 hommes que la police pensait être ses complices. Malgré toutes les ressources dont disposaient la police et la Gestapo, la recherche fut infructueuse et, au cours des 7 mois suivants, il n'y eut aucune trace du docteur Marcel Petiot. En réalité, il avait pris le nom d'Henri Valéry et avait rejoint les forces françaises de l'intérieur, gravissant les échelons jusqu'au grade de capitaine, responsable du contre-espionnage et des interrogatoires de prisonniers. La police pensait qu'il avait probablement quitté la ville, mais elle s'est rendue compte qu'il était toujours à Paris lorsque le journal nommé Résistance a publié un article à son sujet. Une semaine plus tard, le docteur Petiot écrivit à son avocat pour contester la véracité de l'article. Les recherches pour le retrouver s'intensifièrent. Et le 31 octobre, il fut reconnu dans une station de métro parisienne où il fut ensuite arrêté. Il fut alors fouillé et l'on trouva sur lui 31 700 francs, un pistolet et plus de 50 jeux de papier d'identité. Le procès commença le 18 mai 1946, au palais de justice, devant un jury de 7 hommes et 3 juges. L'accusation déclara au tribunal que Marcel était responsable d'au moins 27 meurtres à but lucratif, mais pensait qu'il y en avait sans doute bien plus. L'accusé réagit en affirmant qu'il était innocent de toutes les accusations et qu'il n'était responsable que de la mort des ennemis de la France. Il déclara qu'il avait découvert les corps au 21 de la rue Le Lassure en février 1944, mais supposa qu'il s'agissait de personnes qui avaient été ciblées par la résistance. Les enquêtes de police n'avaient trouvé aucun lien entre les accusés et les groupes de la résistance française. En fait, certains groupes de résistance auxquels le docteur Petiot prétendait être associé étaient inconnus de tous les services de renseignement. Des chefs de la résistance ont affirmé ne jamais avoir entendu parler du docteur, ni de ses actes contre les collaborateurs. Le docteur Marcel Petiot a été reconnu coupable et envoyé à la prison du Lausanne, où, le 25 mai 1946, il a été guillotiné. Cependant, son histoire ne s'arrête pas là, car 34 ans plus tard, l'ancien chef du renseignement américain, le colonel John F. Grumbach, a cité le docteur Marcel Petiot comme source pendant la Seconde Guerre mondiale. Le colonel Grumbach avait été le fondateur et le chef d'une petite agence d'espionnage indépendante, plus tard connue sous le nom de Pond. Bien qu'à l'époque ces affirmations n'aient été étayées par aucune preuve, en 2001, certains dossiers de la Pond ont été découverts, comprenant un télégramme qui mentionnait le docteur Marcel Petiot. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou remarques et j'espère vous retrouver tous pour le prochain dossier.